Et donc aujourd'hui, il va nous livrer sa vision de mathématicien sur les réseaux de neurones profonds dans un exposé qui s'intitule « Mystère mathématique d'intelligence spatiale artificielle ». Merci. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est rentrer un peu à l'intérieur de l'intelligence artificielle, expliquer comment ça marche et aussi expliquer les liens avec beaucoup d'autres domaines qui sont intéressés à cette question, y compris la philosophie, ce qui va être un thème qui va être repris un peu plus tard dans demain en particulier. Alors, l'intelligence artificielle telle que ça a été défini en 1960 a une définition qui est assez précise. Ça consiste à essayer de construire des algorithmes, des programmes, de façon à ce qu'un ordinateur soit capable de résoudre des tâches qui exigent l'intelligence humaine. Donc ça va être typiquement des problèmes d'apprentissage, je vais le mettre là, ça va être plus facile, de perception, raisonnement, résolution de problèmes. Et dans les années 60, les premiers essais qui se sont attaqués à ce genre de problème étaient essentiellement, excusez-moi, je vais enlever ça, voilà, basés sur des représentations symboliques de la connaissance, avec des déductions logiques, et typiquement, on parlait à l'époque de système expert, c'est-à-dire que les connaissances du monde sont représentées par des assertions logiques à partir desquelles on peut déduire d'autres conséquences en utilisant la logique, en utilisant des démonstrations basées sur la logique. Et ce qu'on a observé après un enthousiasme débridé autour de cette approche, c'est une forme d'échec dès que les problèmes devenaient trop compliqués, mettaient en jeu trop de variables. Ça fonctionne bien tant qu'on reste dans un petit monde, mais lorsque on commence à considérer des problèmes complexes, il y a une véritable explosion du nombre de règles avec énormément d'exceptions et essentiellement ces méthodes ont été bloquées, c'est ce qu'on a appelé à l'époque l'hiver de l'intelligence artificielle. Et puis, dans les années 90 jusqu'à maintenant, il y a une autre forme d'intelligence artificielle qui a émergé, qu'on appelle par apprentissage statistique, et il y a eu beaucoup d'algorithmes qui ont été développés autour de cette idée, et notamment les réseaux de neurones, qui ont eu des performances absolument impressionnantes. Aucun d'entre nous, chercheurs dans le domaine, n'imaginait une seconde que des réseaux de neurones soient capables de reconnaître, je parle là des années 2000, des visages aussi bien qu'un humain, et 10 ans après, c'était le cas. Puis ensuite, ça a été le langage. On pensait que c'était une barrière inatteignable. Et puis, 5 ans après, c'était le cas. Ensuite, ça a été les raisonnements. Et Tim nous a parlé là de la capacité de ces ordinateurs, de ces programmes, de faire du raisonnement. Donc, les deux questions que je vais poser dans cet exposé, c'est de comprendre quels sont les modèles mathématiques sous-jacents. Et là, la connaissance n'est pas sous forme symbolique. Donc, quel type de connaissances sont obtenus par ce type d'algorithme et en particulier par les réseaux de neurones. Alors, pour parler de connaissances immédiatement, on est plongé dans le domaine de la philosophie. Thomas Romer nous a rappelé que cette question de la connaissance, elle remonte à l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, on a deux visions extrêmes de la connaissance. Une vision platonicienne où la connaissance est connue a priori et on peut s'en souvenir au cours de sa vie, et la vision aristotélicienne où au départ on ne connaît rien et la connaissance s'obtient à partir de l'expérience. Et cet axe a complètement structuré la théorie de la connaissance avec d'un côté la vision rationaliste avec des représentants comme Descartes, Spinoza, Leibniz, où la raison est la source principale de la connaissance à partir de vérités qui sont considérées comme absolues. Donc la vérité est accessible à partir de la raison. Et ça, d'une certaine manière, c'est vraiment la base philosophique de l'IA symbolique dont j'ai parlé, qui est basée sur la notion de déduction logique. Et puis de l'autre côté du spectre, on a la vision empirique, plus anglo-saxonne historiquement, de la connaissance, avec Locke, Berkeley, Hume,
Et l'idée centrale, c'est que toute connaissance vient au départ de l'expérience, et Hume remettra même en cause la possibilité d'avoir une notion de causalité autre qu'une succession temporelle. Alors, entre ces deux approches, il y a eu une forme de révolution qui a été la révolution kantienne de l'idéalisme transcendantal, et l'idée fondamentale, ça a été de revoir le problème totalement différemment. La question n'est pas quelle est la nature de la vérité, mais de s'intéresser au sujet qu'il connaît. Et le point fondamental de Kant, c'est de dire oui, la connaissance passe par l'expérience au départ, mais la connaissance s'acquiert par les formes a priori de l'esprit qui va traiter cette connaissance. Et donc on a un mélange des deux points de vue. Oui, on part de l'expérience, mais on ne peut atteindre la connaissance qu'avec une forme d'a priori. Et cette idée a été beaucoup développée, notamment par l'école philosophique des pragmatiques. Donc ça, c'est plutôt au début du XXe siècle avec Peirce. Et l'idée ici, c'est que non seulement la connaissance, effectivement, émerge de l'expérience avec cet a priori, mais la façon dont on va l'acquérir, c'est en résolvant des problèmes pratiques. Et donc, on est immédiatement ici amené à essayer d'avoir la meilleure résolution possible, ce qui amène à prendre ses décisions à partir de notions de probabilité. Et ça, c'est vraiment la base philosophique qui est derrière l'apprentissage statistique et la notion d'induction probabiliste. Alors, on peut se poser la question pourquoi on est passé ainsi de l'un à l'autre. La raison fondamentale, c'est calcul-mémoire. Ces idées-là, elles étaient présentes, bien sûr, dès les années 60, et on peut penser aux travaux même de Wiener dans les années 50 avec la cybernétique, mais tout ça n'était pas possible dans les années 60 parce qu'on n'avait pas les capacités de calcul et de mémoire, et c'est ça qui a très fondamentalement changé le domaine. Alors, ce que je vais essayer d'expliquer ici, c'est que d'abord, derrière cette approche pragmatique et l'apprentissage statistique, effectivement, le centre, la notion de connaissance, ça va être l'apprentissage de probabilité. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on va effectivement se retrouver devant un mur de la complexité. Et ce mur de la complexité, je vais essayer de le décrire un peu plus précisément, c'est ce qu'on appelle la malédiction de la grande dimension, et c'est l'essence même de tout le problème. Si on l'oublie, on ne comprend pas la difficulté de toutes ces questions. Donc je vais ensuite revenir sur ces architectures de réseaux de neurones et je vais me mettre une seconde sur les pas de Stanislas Dehaene en faisant la comparaison entre l'intelligence artificielle et la neurophysiologie avec très rapidement des arguments similaires. Mais ce que je vais faire aussi, c'est faire le pont avec la physique. Et ça, c'est très important pour comprendre la nature des solutions qui sont obtenues par ces réseaux de neurones, qui ne sont pas arbitraires, et qui sont, on le verra, très proches des problématiques de la physique. Donc j'illustrerai ça sur le cas de la génération d'images et la prédiction météorologique, et je reviendrai sur cette idée de pourquoi cette intelligence artificielle n'est pas aussi artificielle qu'on peut le croire. Donc, je vais commencer de façon très pratique en regardant qu'est-ce que c'est qu'un algorithme d'intelligence artificielle, et notamment un algorithme de classification. Donc le problème, ça va être d'estimer une catégorie Y à partir d'une observation X. Alors, par exemple, X, ça peut être une image, d'accord ? Et ce qu'on voudrait savoir, c'est si l'image, c'est une image de chat ou une image de chien. Donc la catégorie, il y en a deux ici. Et évidemment, les images de chat peuvent être extraordinairement différentes, tout comme les images de chien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une image ? Une image, c'est un tableau, disons, de 1000 par 1000 pixels. Chaque pixel vous donne le niveau de grille d'image. Donc, X, c'est une énorme liste de 1 million de nombres. Ça, c'est l'information en entrée, à partir de laquelle il va falloir savoir si c'est un chat ou un chien. Et comment on va faire ça ? Avec un algorithme. Et cet algorithme va inclure un certain nombre de paramètres, que j'ai notés ici θ, et qui va essayer d'estimer la classe. Alors, immédiatement, ce que vous voyez, c'est qu'on a la notion d'a priori, parce que cet algorithme a une structure particulière, et il y a un théorème qui vous dit, sans a priori, on ne peut pas apprendre, ou du moins, on va être immédiatement confronté au mur de la complexité. Donc oui, dans tous ces algorithmes, il y a de l'a priori,
Et c'est ces a priori qui vont définir cette notion d'algorithme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire apprendre? Eh bien, ce qu'on va essayer de faire, c'est tout simplement minimiser le nombre d'erreurs. C'est-à-dire, une erreur, c'est quand l'estimation n'est pas égale à la vraie catégorie. Et ces erreurs, on va les évaluer sur une base de données d'apprentissage. En quelque sorte, c'est des exercices qu'on donne à l'ordinateur pour lesquels on lui donne les solutions. Et donc, ce qu'il va essayer de faire, c'est d'apprendre les paramètres qui sont ici de l'algorithme de façon tout simplement à faire le moins d'erreurs possible sur les exemples qu'on lui donne, d'accord, qui est la base de données d'apprentissage. Donc ici, dans ce cadre-là, la connaissance qu'il va acquérir au cours de cet apprentissage, c'est tout simplement la liste des paramètres qu'il a utilisés pour faire le moins d'erreurs possible. Évidemment, l'enjeu, ça va être de généraliser. Faire peu d'erreurs sur des exemples qu'on connaît déjà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qu'il va falloir faire, c'est s'assurer que si on a des nouvelles données du même type, alors on ne va pas faire plus d'erreurs, essentiellement, que dans la phase d'apprentissage. Et ça, c'est essentiellement basé sur la loi des grands nombres, et c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'exemples pour réussir à faire ça. Donc ça, c'est la structure du problème. Ici, pour la classification, vous avez donc des données de grande taille, un algorithme qui va faire l'estimation, et ce qu'on voudrait, c'est minimiser l'erreur moyenne une fois qu'on a appris le paramètre θ. Alors, il y a une petite observation qui est quand même très importante, c'est que ce pourcentage d'erreur, ça peut être vu tout simplement comme étant la probabilité pour que l'estimation qui a été faite soit différente de la vraie réponse de l'algorithme. Donc, le problème, c'est de minimiser cette probabilité. Du coup, on peut essayer de se poser la question, ça va être quoi la meilleure réponse? Et là, en 2 lignes, vous pouvez démontrer que le minimum, il va être obtenu si on a une réponse qui est la réponse qui a la plus grande probabilité étant observer l'observation. Et ça, c'est une notation mathématique qui vous dit la probabilité de y sachant x. Autrement dit, la meilleure réponse, c'est tout à fait intuitif, c'est tout simplement la plus probable, sachant la donnée observée x. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que apprendre, ça va consister à construire un modèle de cette probabilité conditionnelle de la réponse étant donné l'observation. Et θ, ça va être tout simplement le paramètre qui va vous permettre d'approximer cette probabilité conditionnelle. Donc dans ce cadre, effectivement, la connaissance, c'est quoi? C'est un modèle de probabilité conditionnelle de y sachant x, de la catégorie sachant la donnée. D'accord? Maintenant, si on considère d'autres types de problèmes, par exemple les problèmes de génération, vous allez voir que c'est essentiellement la même chose. Dans ce cas-là, le problème c'est je donne une catégorie, par exemple un chat ou un chien, et ce que je veux c'est que vous produisiez une image qui corresponde à cette catégorie. Donc la sortie ici, ça va être la donnée de grande dimension qui correspond à l'un de ces images, et pareil, l'algorithme va être paramétré par ce paramètre θ. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image qu'on va produire, en quelque sorte, c'est un échantillon de la probabilité de y, de la donnée, sachant l'observation. C'est un peu comme si vous aviez un dé, et ce qu'on vous demande, c'est donner une des faces du dé possible. Ce que vous allez faire, c'est lancer le dé au hasard, et vous allez avoir une des faces qui apparaît. Eh bien là, c'est pareil. On va définir cette distribution et on va choisir au hasard un élément X de la distribution qui est probable et ça va vous donner, on l'espère, une de ces images. Donc, à nouveau, d'un point de vue mathématique, ici, on apprend un modèle de probabilité, mais ici, ce n'est pas la probabilité de la catégorie sachant l'observation, mais plutôt la probabilité de l'observation sachant la catégorie. Et ce modèle de probabilité, il va falloir l'apprendre à partir d'une base de données qui va vous donner beaucoup d'exemples avec des images et leur catégorie qui est associée. Alors, pourquoi ce problème est aussi difficile?
Donc je vais simplifier, pas m'intéresser au conditionnement ici, et simplement poser la question, est-ce que c'est difficile d'apprendre une distribution de probabilité, P de x, pour chacun des x qui va être un tableau d'un très grand nombre de variables, potentiellement 1 million. Ce qu'on peut faire, c'est prendre une approche naïve de ce problème et calculer ce qu'on appelle un histogramme, c'est-à-dire x, il peut prendre, je vais supposer que je suis en dimension 2 pour pouvoir le dessiner. Donc en dimension 2, j'ai deux variables, V1, V2, et puis les deux variables, je vais limiter la précision avec des intervalles, donc les deux variables, disons, peuvent prendre 10 valeurs différentes, et la deuxième variable, disons, peut prendre 10 valeurs différentes. Donc combien de valeurs x différentes peut prendre? Eh bien, ça va être 10 fois 10, d'accord? Maintenant, si je n'ai pas deux variables, mais des variables, eh bien, le nombre de valeurs différentes que peut prendre x sur ces intervalles, ça va être 10 fois 10 fois 10 des fois, donc 10 à la puissance d. Ça, c'est l'ensemble des possibles, et encore, j'ai discrétisé à 10 valeurs, hein, j'aurais pu en prendre beaucoup plus, c'est l'ensemble des possibles, des données que je vais en avoir en entrée. Maintenant, mon problème, c'est d'estimer la probabilité. Et comment je vais le faire? Je vais regarder le nombre de x qui tombent dans chacune des cases. Je vais calculer la proportion de x qui tombent dans une case et je vais dire ça c'est la probabilité, c'est ce qu'on appelle un histogramme. Et combien d'exemples il me faut pour faire ça? Il faut évidemment beaucoup plus d'exemples que le nombre de cases. Le nombre de cases, c'est 10 à la puissance d. Si vous prenez pour d 80, 10 à la puissance 80, c'est plus que le nombre d'atomes dans l'univers. Donc c'est sans espoir. Absolument sans espoir, parce que D, ça ne va pas être 80, ça va être 1 million. Donc, on a une explosion du nombre de possibilités, ce qui fait qu'a priori, on ne peut pas calculer ce genre de probabilité, à moins que le problème soit structuré. Et là, d'une certaine manière, tout comme Descartes avait produit un discours de la méthode pour une approche rationaliste de la connaissance, il y a un discours de la méthode pour cette approche plutôt kantienne de la connaissance, disons, qui va consister à dire la distribution de probabilité, elle est trop compliquée, la seule chance pour pouvoir l'estimer, c'est de pouvoir la décomposer comme un produit de distribution de probabilité qui sont plus simples et qui donc vont pouvoir être caractérisés par beaucoup moins de paramètres et donc être apprises avec beaucoup moins d'exemples. Donc, pour apprendre, on ne peut pas être brutal. Il faut découvrir la structure du problème et c'est ça qui va être le centre de tout. La question maintenant, c'est comment font les réseaux de neurones pour faire ça. Alors, Stanislas a présenté rapidement ce que c'était que des neurones et des réseaux de neurones. Je vais revenir un peu plus en détail sur un neurone d'un point de vue informatique. Donc vous avez une donnée avec beaucoup de variables en entrée, et je vais définir un algorithme tout simple qui va consister à appliquer un seul neurone. Qu'est-ce que le neurone va faire? Il va prendre chacune des variables de x, il va les multiplier par des poids, que j'appelle W1, WK. Donc ce que je vais faire, c'est une espèce de somme pondérée de mes variables, avec éventuellement une constante ici. Et puis, la sortie, je vais prendre sa valeur seulement si elle est positive. Si elle est négative, je mets 0. D'une certaine manière, un neurone, il ne peut répondre que de façon positive ici. Et donc, un neurone a des paramètres. Et les paramètres, ce sont tous les facteurs multiplicatifs que j'ai utilisés dans les synapses des neurones et la constante W0, et donc qui va vous donner le résultat transmis ici. Alors évidemment, avec un neurone, on ne va pas très loin. Mais l'idée des réseaux de neurones, comme il l'a mentionné, c'est qu'on va mettre tout ça en réseau. En réseau, ça veut dire que le X, il va rentrer donc dans des neurones, mais pas simplement un neurone, mais toute une famille de neurones qui vont sortir des valeurs qu'on va appeler la première couche, qui va rentrer dans toute une famille de neurones suivants qui vont donner des valeurs, qui vont rentrer dans des neurones, etc., jusqu'à la fin où on va agréger le résultat pour obtenir une estimation, par exemple ici, de la catégorie. Alors où est l'a priori? Il y a un a priori qui est très très fort, et c'est là-dessus que tous les ingénieurs travaillent, c'est l'architecture du réseau. Quelles sont les connexions qu'on construit?
En particulier, cette a priori, elle va dépendre de, quand Kant parlait d'a priori, parlait de l'espace, du temps, de la causalité, eh bien, on incorpore la notion d'espace de temps à travers les liens qui vont être construits a priori entre les différents neurones. Donc, ça, c'est évidemment tout à fait fondamental. Et une fois qu'on a ça, on peut engager l'apprentissage. Alors, par exemple, si X est une image et qu'on veut apprendre le type d'image que c'est, on peut regarder les poids qui ont été appris par les neurones. D'accord? C'est-à-dire, c'est tous ces poids W1, W2. Et ces poids, je vais vous les montrer sous forme de petites images. Donc, chacune de ces petites images va correspondre aux poids qui ont été appris par les neurones à partir de la base de données d'entraînement. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit apparaître des espèces de petites ondes, qu'on va appeler ici des ondelettes ici. Et ça correspondait aussi aux premières couches que montrait Stanislas. Par contre, dans les couches profondes, tout devient beaucoup plus compliqué. Alors, je vais une seconde m'arrêter sur ces petites ondelettes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on les retrouve dans le système visuel. On le retrouve aussi d'ailleurs dans le système auditif, dans la cochlée. Dès les années 60, en neurophysiologie, on a observé que dans le cortex, la zone V1 du cortex visuel, il y a une structuration des neurones qui, en première approximation, peuvent s'approximer par des systèmes linéaires. Et on peut calculer la réponse de ces neurones, et ça, c'est des publications en neurophysiologie. Ça ressemble effectivement à ces ondelettes qui sont orientées dans différentes directions et dilatées à différentes échelles. Et ensuite, évidemment, les choses deviennent plus compliquées. Donc là, je vais reprendre ce que Stanislas mentionnait, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites dans son laboratoire et dans d'autres laboratoires. Ici, c'est les résultats de Di Carlo qui datent maintenant de 2018, où on vérifie effectivement que si vous prenez un réseau de neurones, eh bien, les premières couches ressemblent pas mal aux premières couches V1, et puis ensuite, les couches suivantes, eh bien, elles ressemblent au sens où il y a des fortes corrélations avec la structure de l'évolution des calculs neuronaux quand on va de V1 vers V2, V4, IT, bien qu'il n'y ait pas de correspondance exacte du tout. Mais en tout cas, on voit bien que les choses se ressemblent, et ça va dans le sens de ce qu'il disait. Alors la question que je vais poser, c'est d'abord pourquoi est-ce qu'on passe par ces ondelettes ici, et quel type de transformations ont effectivement lieu après dans ces couches plus profondes. Et pour regarder cette question, je vais me déporter et regarder au problème de physique. Comment, en physique, on approche ces problèmes qui sont de décrire des systèmes physiques et de comprendre les systèmes physiques. Alors en physique, et notamment en physique statistique, quand on a affaire à des problèmes physiques avec énormément de variables, bien, un des principes centraux de la physique, c'est que si vous avez un système dont l'état X peut être décrit par un certain nombre de variables. Donc ça peut être par exemple la position des particules, leur vitesse, et vous avez énormément de particules, donc énormément de positions et de vitesses. Eh bien, on va observer le système dans un état X avec une probabilité qui va s'exprimer comme l'exponentielle de moins l'énergie. Autrement dit, à quelles conditions vous avez une chance d'observer le système dans un certain état, si l'énergie est la plus petite possible, d'où cette idée qu'un système physique s'observe dans un état d'énergie minimum s'il est à l'équilibre. Donc E de x, c'est l'énergie. Si vous connaissez la probabilité, vous pouvez donc connaître l'énergie. Si vous connaissez l'énergie, vous avez accès aux forces, aux interactions, vous avez essentiellement accès à toute la physique. Donc ce que ça veut dire ici, c'est que si vous êtes capable d'apprendre une distribution de probabilité, ça veut dire que vous êtes capable essentiellement d'apprendre de la physique, l'énergie, les forces, etc., à partir d'observations qui vont être les données d'entraînement. Mais on sait très bien que ça va être horriblement difficile à cause de la malédiction de la dimensionnalité. Alors, quelle est la structure fondamentale en physique qui va permettre de simplifier le problème ? La structure fondamentale, c'est le fait qu'en physique, il y a une organisation hiérarchique qu'on observe quand on va depuis les toutes petites échelles, là je suis à l'échelle de Planck, où on passe aux échelles des particules, des
des noyaux, des atomes, des molécules. Vous voyez ici progressivement l'augmentation de la taille jusqu'à passer aux zones macroscopiques. Là, c'est la physique qui correspond à l'astrophysique, et là, la cosmologie, la taille de l'univers. Et qu'est-ce qu'on fait en physique? On traite ces problèmes différemment. D'ailleurs, les domaines de physique sont différents. On parle de physique quantique, on parle de physique macroscopique, de mécanique, d'astrophysique et de cosmologie. Mais ces échelles, elles interagissent, évidemment. Elles interagissent puisque toutes les propriétés de l'univers dépendent aussi de l'agrégat des propriétés des particules. Mais il y a une propriété qui est assez fondamentale en physique, qu'on exploite énormément, c'est que les interactions, pour la plupart, pas toutes, pas la gravitation, vont être locales entre les éléments, entre les particules. Et ça, c'est très important, parce que si vous êtes une particule, ça veut dire que vous avez juste à regarder vos voisins, et donc vous évitez l'explosion de la malédiction de la grande dimension. Or, ce problème qui est de structurer ces problèmes de façon hiérarchique, c'est une vieille idée qu'on retrouve absolument partout, bien sûr en physique, en biologie, mais dans le langage, entre les lettres, les mots, les phrases, les paragraphes, etc., et la plupart des systèmes symboliques. Alors, comment cette idée va rentrer dans ces problèmes? L'enjeu de la physique statistique, c'est de comprendre les propriétés du monde au niveau macroscopique, qui est le nôtre, à partir des propriétés microscopiques. Donc, autrement dit, c'est d'aller du microscopique. Alors là, je le représente, le microscopique, par une image. Pensez à chaque pixel de l'image comme étant une particule. Une image comme ça, il y a typiquement 1 million de particules à l'intérieur. Et l'idée de Kadanoff et de Wilson, Wilson a eu le prix Nobel dans les années 70, c'est de dire, pour regarder ça, on va regarder l'évolution à travers les échelles. C'est-à-dire, ce que je vais faire, c'est je vais prendre mon système et moyenner, sous-échantillonner. Moyenner, sous-échantillonner, vous voyez là une image à une résolution de plus en plus faible, de plus en plus faible. Et ce qu'on va regarder, c'est cette probabilité qu'on doit apprendre, son évolution quand on commence à réduire la résolution. Et là, à la fin, je vais obtenir une image d'un seul pixel, qui est tout simplement la moyenne des valeurs de l'image d'origine. D'accord? Donc, quand on passe du microscopique au macroscopique, dans le macroscopique, on regarde des choses à très grande échelle, mais surtout, on est en beaucoup plus basse dimension parce qu'on a essentiellement tout moyenné. Donc là, on peut éviter la malédiction de la grande dimension. Donc l'idée, si on pense à ça, c'est de se dire comment on va construire un modèle à fine échelle. Et donc ça, c'est des travaux qui ont été faits en collaboration avec des physiciens et des étudiants à l'École normale supérieure, c'est de suivre le chemin inverse. Donc c'est l'inverse de ce qu'on appelle le groupe de normalisation. On va partir d'ici. Ça, c'est pas difficile de calculer une probabilité dans un tout petit monde avec une seule variable. Et ensuite, il va falloir grimper l'échelle pour arriver jusque-là. Et comment on grimpe l'échelle? Il faut passer d'une image basse résolution à une image plus haute résolution. Et donc, il faut calculer la probabilité de l'image haute résolution, sachant l'image basse résolution. Et donc, à nouveau, on tombe sur une probabilité conditionnelle, mais on a structuré le problème. On est parti d'une probabilité et on l'a structuré en ce produit de probabilité. Le point central de Wilson en physique, c'est que ces probabilités conditionnelles, elles sont beaucoup plus simples que la probabilité d'origine parce que les interactions sont locales. Et donc, c'est ça qu'on va pouvoir apprendre. Alors, quel est le lien avec ces ondelettes dont on a parlé, qui apparaissent dans le cerveau, etc. Si vous prenez une image basse résolution, là je la représente comme une plus petite image, et vous voulez construire une image haute résolution, qu'est-ce qui vous manque comme information? Ce qui vous manque comme information, c'est les détails qui ont disparu. D'accord? En quelque sorte, vous avez un contour, vous ne savez pas exactement où il est, donc il faut avoir une forme de détection de contour. Et comment on va obtenir ces détails? Avec des ondelettes. C'est des petits filtres qui sont exactement les filtres qu'on observe dans les réseaux de neurones et dans le cortex visuel, qui vont donner les détails qui, à partir de l'image haute résolution, permet de reconstruire, basse résolution, permet de reconstruire l'image haute résolution. Donc ce qu'on veut, c'est calculer la probabilité de cette image étant donnée celle-ci, mais ça va être pareil
que de calculer la probabilité de ces coefficients d'ondelettes, ici, étant connu la basse résolution. Et l'enjeu, à nouveau, c'est que le problème d'origine était très compliqué, mais celui-là va être beaucoup plus simple. Il est beaucoup plus simple parce que les dépendances ici vont être locales. Donc, pour comprendre la distribution de probabilité, si j'ai une information simplement locale sur l'image basse résolution, ça va être suffisant pour faire mon calcul de probabilité, et donc, je ne vais pas avoir d'explosion de la malédiction. Ceci étant, il faut quand même être capable de calculer ces probabilités conditionnelles et donc de construire des modèles de ces probabilités conditionnelles. Alors là, le type d'outils qui ont été utilisés sont très jolis. Ça va être une idée de transport, à nouveau de simplification du problème. On va prendre l'image, et là je vous l'illustre sur une image d'origine, et on va petit à petit lui mettre du bruit. C'est-à-dire des pixels qui varient de façon complètement aléatoire, et à la fin, vous allez avoir votre image totalement réduite à du bruit. Et l'idée, ça va être d'inverser ce mouvement, c'est-à-dire à partir maintenant d'une image aléatoire, ça c'est facile à produire, vous lancez votre dé 1 million de fois et vous avez une image comme ça, on va reconstruire une image de visage en inversant ce chemin, et on va le faire avec un réseau de neurones profonds. Ce réseau de neurones profonds, c'est une énorme structure, que je vais ici appeler une boîte noire, mais qui est très, très structurée. Qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue mathématique quand on fait ça? Si vous pensez à cette image aléatoire comme un point de votre espace, la distribution de probabilité, c'est ce qu'on appelle une gaussienne. Vous avez déjà vu ça, voilà une gaussienne. Ce qu'on va faire, et ce que ce réseau de neurones va faire, c'est qu'il va transporter ce point jusqu'à un point qui correspond à cette image. Et en transportant ces points, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de transporter la distribution de probabilité, qui est une gaussienne, en une distribution de probabilité beaucoup plus complexe, qui est la distribution de probabilité que l'on veut calculer. Autrement dit, comment ce réseau de neurones représente la distribution de probabilité? Par un transport et par la succession des étapes intermédiaires qui donnent les probabilités conditionnelles. Alors maintenant, si on mélange les deux idées, on arrive à des structures qui correspondent beaucoup, beaucoup plus aux structures des réseaux de neurones. On veut commencer à très grande échelle. Donc à très grande échelle, on va produire, avec ce transport, avec une image aléatoire, une toute petite image, et ça ne va pas être difficile à faire, parce que l'image est de quelques pixels. Et puis ensuite, et donc le transport va vous nécessiter d'avoir une première boîte noire de réseau de neurones. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir calculer les coefficients d'ondelettes, ce qu'on voit apparaître dans V1. Et comment on va le faire? Avec des poids aléatoires qui vont être à nouveau transportés vers la distribution des probabilités conditionnelles des ondelettes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est construire ces probabilités conditionnelles avec des réseaux de neurones qui vont dépendre de ces paramètres. À partir de ça, on reconstruit une image et à nouveau, il va falloir calculer les coefficients d'ondelettes avec un nouveau morceau de réseau de neurones qui va vous donner ce transport. Quand on commence à comprendre qu'effectivement, on est en train de structurer le problème, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une structure à travers les échelles, mais on voit aussi que chacune des échelles a été structurée comme un produit de distribution de probabilité, et ce sont ces paramètres qui, effectivement, sont appris par les réseaux de neurones. Donc ça, c'est le type de structure qu'on observe et qui donne effectivement l'état de l'art de tous les algorithmes de génération, pas simplement d'images, mais je l'illustrerai pour la météo, etc. Voilà le type de modèle. Alors, dans le cas où on a des problèmes de physique, ça c'est la toile cosmique, ça c'est de la turbulence en 2 dimensions, on peut mathématiquement comprendre la nature des probabilités conditionnelles, qu'est-ce qui est fait sur les coefficients d'ondelettes, et ça, c'est des modèles qu'on arrive maintenant à décrire d'un point de vue mathématique de façon assez explicite. Par contre, si on se retrouve sur des problèmes où on produit des images comme ça, ce que font les réseaux de neurones, eh bien, essentiellement, on ne comprend pas le type de probabilité conditionnelle qui permet d'aller d'une échelle à l'autre, qui est calculée par ces réseaux de neurones, qui inclut des millions de paramètres. Et donc ça, ce sont actuellement des très beaux problèmes mathématiques.
quel genre d'application ce type de génération font? On le retrouve partout. Les principes de ChatGPT ne sont pas exactement les mêmes parce qu'on construit le mot qui est après, mais par contre, l'essence mathématique reste la même. On calcule des probabilités conditionnelles. Dans le cas de la météo, maintenant, vous avez des systèmes qui sont capables de prédire la météo. Donc, il y a 3 ans, il marchait très mal et tout le monde rigolait en disant « c'est vraiment juste sans espoir, ça ne marchera pas, il faut connaître la physique, ces systèmes sont idiots, ils ne connaissent pas la physique ». Ceci étant, l'année dernière, Google a sorti Gencast et il y a bien d'autres systèmes qui maintenant font des prédictions à 15 jours. J'étais récemment à Météo France et c'est juste la révolution. C'est-à-dire que maintenant, ils sont en train de totalement transformer leur système de prédiction météorologique. Donc, qu'est-ce que font ces systèmes? Ils prédisent le temps à temps plus 10 ou 15 jours, étant connu la distribution de la température, de la pression, etc., au temps T. Et comme on n'est jamais sûr, ils génèrent plusieurs possibilités, donc ils font de la génération aléatoire. Question, est-ce qu'il y a besoin de faire de la physique ou pas pour faire ça? Et là, on se dit immédiatement, bien sûr, on connaît la physique, c'est stupide de réapprendre de la physique alors qu'on la connaît. Et la réponse, elle n'est pas aussi évidente que ça. Pourquoi? La physique qu'on connaît, c'est quoi? Les équations de Navier-Stokes, quelques paramètres qui vous donnent la dynamique des fluides, mais elle est où la difficulté de la physique dans ces problèmes? C'est sur les interfaces entre océan et atmosphère, c'est l'interface entre le relief, le type de végétation qui va induire un impact sur l'atmosphère, et ça, c'est de la physique très, 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 très compliquée, et c'est là l'enjeu de la prédiction météo. Et donc, lui donner les équations de Navier-Stokes à 5 paramètres, pour l'apprentissage, c'est juste pas nécessaire. Et c'est ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'au départ, les algorithmes essayaient de mettre de la physique, et actuellement, les algorithmes les plus performants, c'est ceux qui apprennent directement, parce que finalement, la physique qu'on connaît explicitement, c'est une physique assez simple par rapport à la physique dont on a vraiment besoin pour comprendre la météorologie. Là, je suis caricatural, parce qu'évidemment, les systèmes de météo ont décrit ces physiques aux interfaces avec énormément d'équations, mais c'est pour ça que ce sont des algorithmes qui sont horriblement compliqués. De fait, ces systèmes, quand ils font de la prédiction, ils apprennent la physique. Et ils en ont besoin à nouveau, parce que sinon ils se seraient retrouvés face au mur de la malédiction de la complexité. Ils ont été capables de factoriser, et en factorisant, ils apprennent les interactions élémentaires, ils apprennent les interactions à toutes les échelles, etc. Donc je voudrais m'arrêter juste là-dessus. D'abord, en disant, en intelligence artificielle, alors j'ai beaucoup entendu, l'intelligence artificielle, c'est des perroquets stochastiques, etc. Non, ça, c'est juste pas vrai. Est-ce que l'intelligence artificielle est bête, comme c'est souvent dit? J'en sais rien. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une connaissance extraordinairement sophistiquée qui est apprise par ces systèmes. Et la connaissance dans ce cadre-là, elle correspond vraiment à une branche de la philosophie, qui est cette philosophie pragmatique héritière de la théorie kantienne. Ce n'est pas une philosophie empirique à la Hume, Locke, etc., parce qu'il faut de l'information a priori. C'est très important de le comprendre, et c'est ça l'enjeu de ces algorithmes. Et donc, on est vraiment devant une forme de discours de la méthode, mais sur ces modèles de probabilité. Ils identifient la structure des problèmes comme en physique, et ils identifient notamment la physique. On a vu les liens avec la neurophysiologie. Alors pourquoi la solution serait similaire? La solution, elle est similaire parce qu'on attaque le même problème. C'est de comprendre le monde qui nous entoure. Et pour le comprendre, on a besoin de le factoriser. Et des factorisations, eh bien, il n'y en a pas tant que ça, parce qu'elles reviennent au principe même de la physique pour construire ces modèles hiérarchiques. Donc pour moi, le fait qu'il y ait une convergence avec la neurophysiologie n'est pas surprenant, c'est juste le problème qui impose cette convergence. Les propriétés mathématiques, elles restent essentiellement mal comprises. Les modèles mathématiques qu'on a pour l'instant sont beaucoup trop simples et les enjeux sont majeurs à l'intérieur des maths, parce que là, c'est des vraies branches entières des mathématiques qui s'ouvrent. C'est toutes les branches de la grande dimension qui ont été finalement pas beaucoup traitées en mathématiques. C'est évidemment le domaine des probas, mais les modèles mathématiques existants étaient relativement simples, modèles gaussiens, etc. Il y a évidemment des enjeux sociétaux majeurs pour comprendre ces systèmes, leur robustesse,
produire des systèmes qui utilisent moins d'énergie, etc. Alors je voudrais terminer sur la philosophie, théorie de la connaissance. Je trouve qu'on est à un moment très intéressant du point de vue de la philosophie. Si vous regardez l'histoire de la philosophie couvrait tous les domaines de la connaissance, la physique, l'astrophysique, tout ça, pendant l'Antiquité, faisait partie de la philosophie. Et puis, ces domaines ont commencé à émerger comme étant des domaines autonomes, indépendants de la philosophie, à partir du moment où on a pu commencer à avoir une démarche expérimentale et scientifique sur ces domaines. Là, ce qu'on voit, c'est que ce domaine qui est la théorie de la connaissance, qui était vraiment le domaine exclusif de la philosophie, maintenant est accessible à la connaissance scientifique, au sens où on peut faire de l'expérimentation, c'est ce qu'on fait avec les réseaux de neurones, c'est ce qu'on fait en neurophysiologie, on peut construire des modèles mathématiques, et donc il y a un domaine qui émerge comme étant un domaine scientifique de la théorie de la connaissance. Et donc, une des questions maintenant, ça va être quel est le rôle de la philosophie, comment la philosophie va se déporter par rapport à ça. En tout cas, en se déportant, je pense qu'il est très important de savoir ce qui se passe aussi d'un point de vue scientifique dans ce domaine, parce que ce n'est pas simplement à nouveau un perroquet stochastique qui se cache derrière ces algorithmes. Je vous remercie beaucoup.